Bienvenue dans ce nouveau décryptage des marchés d'AGEAS Patrimoine. Nos deux invités sont Guillaume Géry de Franklin Templeton et Alexis Charveria de Financière de la Cité. Messieurs, bonjour. Bonjour Vincent. Alors Alexis, vous êtes responsable de la gestion action européenne de la Financière de la Cité. Guillaume, vous êtes responsable relations partenaires chez Franklin Templeton. C'est peu dire que les semaines agitées que nous vivons sur les marchés appellent commentaires. Et pour établir une base à notre discussion, eh bien, je vous propose de passer en revue la synthèse des indicateurs de marché concoctés par AGEAS Patrimoine, des indicateurs qui sont notés de 1 à 5, je vous le rappelle. Alors, par ordre d'importance, l'inflation redescend de 3 à 2 par rapport au début novembre, un recul qui peut paraître logique avec le reflux du pétrole aux environs des $50 et le ralentissement de la croissance qui s'observe déjà dans plusieurs zones du monde. Les matières premières font le chemin inverse, elles passent de 2 à 3. La baisse du pétrole est une source en elle-même d'interrogation. Que signifie-t-elle ? Les devises sont stables à 3, idem pour les bénéfices par action. Les deux thèmes les plus importants du moment seraient, selon la synthèse d'AGEAS Patrimoine, la croissance et la politique monétaire, toutes deux créditées de la note de 4. Alors, la croissance, ce n'est pas vraiment étonnant. Elle devient un vrai sujet de préoccupation pour les investisseurs. Alors, Alexis, pour commencer, est-ce que cette croissance mondiale commence à vous inquiéter, vous aussi ? Oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec ces inquiétudes, dans la mesure où le scénario de croissance s'est fortement dégradé depuis le début de l'année. Je pense que le pic du momentum de la croissance mondiale, on l'a plutôt atteint au premier semestre. Et depuis, la croissance mondiale a été impactée par la guerre sino-américaine, qui, de mon point de vue, n'est toujours pas résolue, parce que les enjeux stratégiques sont très importants pour le modèle de développement des États-Unis et de la Chine, et ça devrait nous occuper une grande partie de l'année 2019. Et puis en Europe, on a un ralentissement aussi. Absolument. Et en zone euro, autant au premier trimestre, on avait des indicateurs qui pointaient plutôt vers 2,8% de croissance. Mais depuis, la croissance a été fortement révisée en baisse sur l'ensemble de l'année. L'Allemagne a encore révisé hier soir pour la troisième fois à la baisse son estimation de croissance 2018. L'Allemagne est la principale, c'est un peu le dommage collatéral de la guerre sino-japonaise. En France, le moral des ménages s'est très rapidement dégradé à partir du mois de juillet. Et puis, nous avons eu également le Brexit. Le Brexit qui reste une affaire pendante. Alors là, on fait l'actualité, parce que ce soir, on verra si Theresa May, malheureusement, reste au pouvoir ou pas, parce qu'elle est challengée via un mode de défiance par le Parti conservateur. Donc le Brexit, en tous les cas, ça a affecté la confiance des chefs d'entreprise. Ça a pu modifier la mise en place de projets d'investissement, parce que personne ne savait où localiser les chaînes de production. Et quoi qu'il arrive, parce que quand on diffusera cette émission, eh bien, on aura la réponse à votre interrogation, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va nous perturber pour encore un certain temps, le Brexit. Je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que aussi bien autour de cette table qu'à Downing Street, au moment où on parle, personne ne sait dans quel état sera la politique anglaise d'ici 3 mois, d'ici fin mars. Tous les scénarios sont ouverts et loin de moi d'avoir une idée précise. Bon, en tout cas, à vous entendre, Alexis, on comprend que la croissance appelle en effet question. Et est-ce qu'elle appelle pas d'autant plus question, Guillaume, que le cycle américain est d'une extraordinaire longévité et qu'à un moment donné, eh bien, il va tout de même basculer? Tout à fait, plus de 9 années maintenant positives, de croissance positive sur les marchés américains. Donc on rentre dans le deuxième cycle de croissance le plus long. Et pour reprendre ce que disait Alexis, sur lequel on est totalement d'accord dans nos équipes, c'est qu'effectivement, on pense qu'on peut avoir atteint un pic de croissance au niveau mondial. Mais selon nous, ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, on atteint une période de fin de cycle économique, notamment aux États-Unis. Donc vous seriez plutôt rassurant. Tout à fait. Nos équipes, localement basées aux États-Unis et qui analysent et qui suivent ce marché de manière importante, sont plutôt rassurants en termes de croissance aux États-Unis. Pourquoi ? C'est que les marchés ont quelques inquiétudes aujourd'hui et essayent de se faire peur sur des considérations géopolitiques et mondiales. Mais effectivement, quand vous regardez les fondamentaux de l'économie américaine et du potentiel de croissance, nous sommes toujours sur des fondamentaux très intéressants. Certes, la croissance l'année prochaine, en 2019, sera peut-être moins importante que ce qu'on a connu cette année, pour la simple et bonne raison que Trump et son gouvernement ont mis en place énormément de mesures permettant de booster cette croissance et de rapprocher l'économie américaine vers une fin de cycle.
Pour autant, si vous regardez le consommateur américain, qui représente une grande partie du potentiel de croissance américain, il est toujours là. Vous regardez les chiffres du chômage, ils sont toujours sur des niveaux très très faibles. Et aujourd'hui, vous avez même une inadéquation entre l'offre et la demande aux États-Unis, donc toujours un besoin important dans ces niveaux-là. Donc pour vous, le retournement du cycle américain n'est pas pour demain, mais pas pour 2019. Tout à fait. On pense qu'on a encore plusieurs trimestres de croissance possible, certes qui sera moins importante que l'année dernière, mais nous ne sommes pas à l'aune en 2019 d'un retournement du cycle américain, malgré les différents indicateurs et les peurs qu'on pourra avoir. Mais est-ce que la politique monétaire, qui est d'ailleurs un des thèmes qui ressortent le plus auprès des investisseurs, est-ce que la politique monétaire aux États-Unis n'est pas susceptible de faire dérailler le cycle ? Alors, c'est quelque chose qui est énormément scruté par les différents acteurs et effectivement, vous avez plusieurs possibilités d'une précipitation d'une fin de cycle. Vous avez une surchauffe de l'économie, que ce soit américaine ou mondiale, une remontée de taux trop brutale et des chocs pétroliers. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que la Fed arrive à bien gérer sa remontée de taux pour ne pas entraîner le cycle américain dans une chute et une fin de cycle. Pour nous, tout ça est assez bien géré et on le voit encore récemment où effectivement, compte tenu des évolutions des marchés financiers, d'une croissance un peu moins importante, le gouverneur de la Fed qui déclare que potentiellement il va modifier légèrement son agenda de remontée de taux pour commencer à regarder et retenir les éléments qui vont se produire dans le marché. Mais alors justement, est-ce que la politique monétaire américaine n'est pas moins lisible aujourd'hui qu'elle ne l'était avant ? Vincent, je rejoins totalement. C'est un élément d'incertitude supplémentaire. Autant en début d'année, on avait une idée claire sur le rythme de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis. Et à présent, la Banque fédérale américaine est beaucoup plus dépendante des données économiques, dont il est difficile, a priori, d'estimer les données. Donc c'est un élément, en tous les cas, ça introduit d'incertitude supplémentaire pour l'investisseur. Et puis, du côté de la zone euro, moi j'ai l'impression que la Banque centrale européenne, qui va arrêter, qui a annoncé déjà qu'elle allait arrêter son programme de quantitative easing à la fin du 4e trimestre, ne va pas relever ses taux avant 2019-2020. Et on peut également se poser la question des marges de manœuvre monétaires en zone euro si la croissance était amenée à se dégrader plus fortement l'année prochaine. On ne dispose pas, à l'heure actuelle, on n'a pas reconstitué au niveau de la politique monétaire de la marge de manœuvre. Mais tout ça milite tout de même pour une étendue de la prime de risque sur les marchés actions, ou non ? Oui, je suis d'accord, effectivement, dans la mesure où on voit que l'incertitude augmente sur le scénario de croissance. Cela impacte également les estimations du consensus sur les bénéfices par action, parce que les analystes, quand on voit que des sociétés qui ont publié des résultats au mois d'octobre en zone euro font des avertissements 3 semaines après sur l'année 2018, on voit qu'il y a une forte dégradation, en tous les cas, de la conjoncture. Et donc, à la place d'un analyste, c'est très difficile de mettre un bénéfice par action estimé pour 2019, dans la mesure où la conjoncture s'est fortement dégradée. Et dans ce contexte-là, la prime de risque sur les marchés actions augmente et cela se traduit par une compression des multiples de valorisation parce qu'on a plus de doutes sur la croissance future. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'inflation. Elle n'est plus le thème dominant, ce qu'elle était en début d'année. Est-ce que, pour autant, c'est un paramètre que vous prenez en compte aujourd'hui dans vos stratégies d'investissement ? Alors, au sein de Franklin Templeton, bien évidemment, c'est un élément qui peut certes paraître moins regardé aujourd'hui compte tenu du ralentissement de la croissance et de la stabilisation du prix des matières premières et même la légère dépréciation du baril de pétrole. Mais effectivement, pour nous, l'inflation est quelque chose d'important qui doit être considéré notamment aux États-Unis parce qu'on pourrait avoir tendance à l'avoir un peu oublié et omis sur ces marchés. Et les derniers éléments qu'on a sur ces marchés-là nous montrent qu'on pourra avoir un retour de l'inflation, notamment avec les différentes hausses et les pressions salariales que nous avons aux États-Unis, pourrait laisser présager une inflation un peu plus importante que ce qu'on a connu, qui aujourd'hui est proche des 2%, qui sont sur des niveaux assez en ligne avec ce qu'en attend la Fed. Mais on pourrait s'attendre dans une situation un peu plus complexe à avoir une inflation qui remonte et qui, du coup, aurait tendance à pousser un petit peu plus les taux américains long terme. Donc ça va plutôt dans le sens de votre scénario d'une croissance qui se maintient aux États-Unis. Tout à fait. Et l'absence d'un retournement en 2019. L'inflation, pour vous, c'est un sujet également, Alexis ? Alors, oui, absolument. Un sujet positif, là, en l'occurrence. Oui.
Alors, et on peut l'apprécier aussi au travers du prisme des marges. Et ce que l'on voit dans le dernier Beige Book, qui est le rapport de la Banque centrale américaine sur l'état d'économie, qui est publié assez régulièrement, enfin tous les mois, c'est qu'on voit qu'il y a une compression des marges des entreprises, parce que de plus en plus d'entreprises se plaignent d'une hausse des coûts salariaux, des coûts non salariaux, du coût des matières premières. Alors je pense que ça va être un peu plus positif avec la baisse de 30% du prix du baril de pétrole, mais on voit qu'il y a beaucoup de hausses de coûts que certaines entreprises n'arrivent pas à répercuter aux clients. Donc cette inflation des coûts n'est pas très bonne en tous les cas pour les perspectives de marge des entreprises industrielles. Juste pour rebondir avec ce que disait Alexis, il a totalement raison, et c'est ce qu'on a vu là sur les 2 derniers mois. Effectivement, beaucoup d'entreprises américaines qui étaient même impactées en termes de coûts de la guerre sino-américaine ont commencé petit à petit à augmenter, à profiter de cette situation économique assez faste pour légèrement augmenter et faire face justement à ces augmentations de coûts de production. Donc c'est des choses qui commencent petit à petit à arriver sur le marché. J'aimerais savoir, parce que je sens tout de même des petites divergences dans l'analyse de l'un et de l'autre. J'aimerais savoir comment vous vous positionnez en termes de stratégie d'investissement. Alors, chez Templeton, vous cultivez les 2 styles de gestion, croissance et value. Alors, ma question elle va être simple, c'est la croissance, vous allez la chercher où? Et la value, également, de quel côté? Effectivement, chez Franklin Templeton, vous avez différentes idéologies de gestion, des gérants plus croissance et d'autres avec une tendance plus value. Pour faire une réponse très très courte, pour nous, la croissance est encore aux États-Unis, et c'est là que nos gérants vont se focaliser pour trouver des valeurs de croissance. On peut parler des valeurs de la tech, par exemple, mais au-delà des simples valeurs et du mot tech qui peut faire peur à certains investisseurs, pour nous, ce sont réellement des vraies valeurs de croissance qui ont la capacité d'innover et d'avoir une croissance sur de multiples années et non sur les 2-3 prochaines années. Croissance des bénéfices. Voilà, tout à fait. Croissance des bénéfices et également, au-delà de la croissance des bénéfices, mais croissance de leur chiffre d'affaires, de leur part de marché. Aujourd'hui, quand vous regardez certaines sociétés, elles arrivent à avoir des parts de marché toujours plus importantes que leurs concurrents, et ça, c'est quelque chose qui va être important sur du long terme. Si on regarde des actifs value, aujourd'hui, effectivement, beaucoup plus compliqué de se positionner sur un marché américain qui a ses grandes valeurs de croissance et qui progresse. Par contre, vous avez beaucoup plus d'opportunités sur le marché européen, voire même les marchés émergents, où vous avez aujourd'hui des valorisations plus attractives dans un contexte économique qui est peut-être un petit peu moins favorable. Alexis, vous n'embrassez pas le monde dans sa globalité, mais vous êtes plutôt focalisé sur l'Europe. Alors, quelle approche avez-vous aujourd'hui en matière de stratégie? Alors, dans un monde où les incertitudes montent de toutes parts, d'un point de vue économique et géopolitique, je donne la priorité à la visibilité et donc au secteur visible du type la pharmacie. Pour moi, la pharmacie présente toujours une forte visibilité à cause du thème du vieillissement de la population qui est un thème structurel. Et puis également, visibilité, on a des visibilités sur le consommateur américain, je suis totalement d'accord avec Guillaume, et le consommateur dans les pays émergents, donc priorité aux sociétés exportatrices européennes. Priorité également à la qualité. Je me méfie beaucoup des bilans bancaires en période de stress et d'élargissement des spreads corporate. Donc attention à la qualité des bilans des sociétés dans lesquelles on investit. Et priorité également à la liquidité dans une période de contraction de la liquidité des grandes banques centrales. Attention aux petites et moyennes capitalisations. Je privilégie les large caps aux dépens des petites et moyennes sociétés. Et sinon, plus globalement, je trouve que le marché anglais également, en dépit du Brexit, présente une valorisation relativement attractive. Et l'Angleterre maîtrise sa politique budgétaire et sa politique monétaire, et ça confère pas mal de flexibilité, en tous les cas, à ce pays. Donc c'est plutôt les priorités d'investissement du moment. Alexis, Guillaume, merci. Merci Vincent.